Bonsoir et merci de votre fidélité à TLC. Dans l'actualité de ce mardi 18 juin 2013, première sortie médiatique du président de la Commission électorale nationale indépendante, Abbé Apollinaire Malou Malou, promet de mettre son expérience au service de la nation pour un travail de qualité répondant aux attentes de la population. L'ONG La Voix des Sans-Voix tire la sonnette d'alarme sur les violations massives des droits de l'homme dans la province du Bandundu, où une milice baptisée Staff 444 sème la terreur et la panique au territoire de Bolobo. Les enfants congolais demandent au pouvoir public le respect de leurs droits, ils l'ont dit ce mardi lors de la célébration de la journée de l'enfant africain. Pour sa part, la fondation Mwimba Texas a saisi cette opportunité pour interpeller ceux qui pratiquent encore la discrimination à l'endroit des albinos. Enfin, le Haut Commissariat pour les réfugiés veut donner de l'espoir aux réfugiés. Une campagne de sensibilisation sera lancée en vue d'expliquer à la population la situation de ces personnes qui ont tout perdu à cause de la guerre dans la partie orientale de la RDC. Et ce sera tout pour les titres. Bonsoir. Les membres du bureau de la nouvelle CENI étaient ce mardi à l'Assemblée nationale où ils ont conféré avec les membres du bureau de la Chambre basse du Parlement. Le cabinet piloté par l'abbé Apollinaire Malou Malou promet d'abattre un travail de qualité selon les attentes de la population. Au centre d'une vive polémique au sujet de sa désignation non entérinée par la SENCO, le président de la CENI n'a fait aucun commentaire, mais dit plutôt qu'il restera prêtre de l'Église catholique. Serge Kouété et Christopher Kamanda. Il avait prêté serment le vendredi 14 juin devant la Cour suprême de justice. À l'issue de cette cérémonie, l'abbé Apollinaire Malou Malou, président de la Commission électorale nationale indépendante, n'avait pas fait aucune déclaration. Accompagné des autres membres de son équipe, Malou Malou a profité de l'audience que lui a accordée ce mardi 18 juin le président de l'Assemblée nationale pour faire sa première déclaration depuis sa prise de fonction. C'est le bureau de l'Assemblée nationale qui était chargé de veiller au processus de désignation, mais aussi d'installation des membres de la CENI. Maintenant, nous sommes à la phase où nous regardons comment les membres de la CENI vont prendre possession du siège de la CENI et seront installés pour travailler efficacement. Avant sa désignation comme président de la CENI, l'abbé Malou Malou était au centre d'une grande polémique, notamment au sujet de ses relations avec son église. Il a fini par mettre la pendule à l'heure. Je pense que là, c'est propre à moi-même. Nous n'allons pas mélanger les choses. Je suis prêtre catholique. Je pense qu'il y a un lieu où je dois discuter de ce qui me concerne. Quant au calendrier des élections provinciales et d'autres, a précisé Malou Malou, tout sera connu à l'issue d'un séminaire de travail que le bureau de la CENI envisage d'organiser dans les tout prochains jours. Cependant, les violences faites aux femmes visiblement s'accroissent en RDC, décrit La Voix des Sans-Voix. La VSV signale la présence dans la province du Bandundu d'une milice nommée Staff 444. Ces inciviques sèment la terreur et sont à la base d'actes de vandalisme dans le territoire de Bolobo. Les 3 femmes victimes de viols et extorsion de leurs biens ont été présentées ce mardi à la presse lors d'une tribune d'expression libre organisée par cette ONG en son siège situé dans la commune de Ngalema. Tout a commencé le 25 mai dernier quand ces 3 femmes accompagnées de leurs époux partaient pour la localité de Nko, située à une cinquantaine de kilomètres d'Etébé, leur village de résidence. Ces inciviques qui opèrent dans cette zone ont surgi dans la forêt jusqu'à les intercepter avant de passer à leur forfait. Cette femme qui a requis le sceau d'anonymat raconte le calvaire que ses compagnes d'infortune et elles-mêmes ont vécu. Ils nous ont tabassés et violés. Pour moi, ils étaient plus de 7. Nous demandons à maman Olive de nous aider. Les notables de la contrée, aussitôt saisis de la situation, ont mené des démarches pour que ces victimes puissent obtenir réparation à travers l'arrestation des présumés auteurs de crimes. L'ONG de défense des droits de l'homme, La Voix de Sans-Voix, mise au courant de cette affaire, s'est résolue de tout informer aux autorités pour que lumière soit faite. La VSV recommande aux autorités de la RD Congo de diligenter toute affaire cessante une enquête indépendante sur les actes de viol et d'insécurité entretenus dans la localité de Nko, territoire de Bolobo, district de Plateau, province de Bandundu,
a envie de faire la lumière et d'établir les responsabilités, et c'est pour sanctionner les coupables, commanditaires et exécutants, conformément à la loi. Pour l'heure, les victimes sont dans leur famille d'accueil en attendant une assistance médicale appropriée, mais surtout une prise en charge financière et psychologique. Revenons à la situation qui prévaut actuellement dans la province du Katanga avec les miliciens Bakata Katanga qui défient impunément l'État et cela depuis des mois. La mollesse de la réaction étonne. Il y a certainement des intérêts obscurs qui agissent dans l'ombre. Un déçu des cartes qui échappe à l'entendement du grand public alors qu'il y a quelques années, les adeptes de Bouddoudia Congo ont tenté de se soulever dans le Bas-Congo. L'État a dû s'imposer pour finalement rétablir l'ordre dans la province. Les Agnélés dans l'Équateur, la même chose. L'État jouissant de tous les attributs du pouvoir a fini par triompher. Mais dans la province du Katanga, c'est en silence radio. Dans cette affaire de Bakata Katanga, suivez cette réflexion d'Oscar Bakandoa. L'on croyait que l'affaire était totalement classée et la menace éloignée en même temps. Personne dans le rang du gouvernement n'a plus osé évoquer publiquement le sujet. Même le Parlement, censé représenter les aspirations les plus profondes de la population, s'est abstenu d'aborder le sujet. Pendant ce temps, au Katanga profond, les Bakata Katanga s'organisaient. Ils auraient double d'ardeur pour faire entendre leur voix. Loin des zones troublées de l'Est, les Bakata Katanga sèment pour le moment la terreur dans le Katanga, sans que quelqu'un ne s'en émeuve. Au contraire, l'affaire paraît tout à fait anodine, au point que le Parlement, particulièrement l'Assemblée nationale, n'a trouvé mieux que de reléguer au calendrier grec l'audition du rapport final de sa propre commission d'enquête. Tous, malheureusement, ont minimisé la situation, mais dans la province du Katanga, les indépendantistes Bakata Katanga ne sont pas fait prier pour faire entendre à nouveau leur voix. La milice s'est donc signalée dans les nouvelles exactions, en brûlant, il y a quelques jours, 15 femmes après les avoir enfermées dans une maison en paille dans la localité de Luela Kalunga, en territoire des Manono. Pendant que le Katanga s'embrase, à Kinshasa, on croise les bras. Dans certains couloirs, l'on rapporte que cette affaire serait juste une guerre de palais dont le seul but est le positionnement dans la sphère du pouvoir. L'idée est de faire plier le président Kabila en vue de le contraindre à céder au chantage. L'affaire Bakata Katanga ne serait qu'une façade qui cache les gros enjeux qui se jouent autour du pouvoir au sein de puissants lobbies katangais. Selon certains observateurs de la mouvance politique du Katanga, le contrôle de la primature et l'éventuelle succession à Kabila en 2016 sont entre autres les deux faits gardés au plus grand secret qui se cachent derrière l'action de Bakata Katanga. Voilà les dessous des cartes de ces épisodes macabres à répétition. Les anciens premiers ministres de la RDC face à l'actuel premier ministre, Augustin Matata Ponyo, voudraient par cet acte de grande portée compter sur leur sagesse et expérience accumulée au fil des années passées à la tête des gouvernements du pays. 5 au total ont répondu à l'invitation du chef du gouvernement, nous disent nos confrères de la primature. Suivez. Lundi 17 juin 2013, une date pleine de signification et de gratitude et de reconnaissance vis-à-vis des premiers ministres honoraires de la République démocratique du Congo. Matata Ponyo Mapon, actuel locataire de l'hôtel du gouvernement, a fait honneur à ceux qui l'ont précédé ici. Le professeur Évariste Mapi Mulumba, Singa Ujungwanke Utube, Léon Kengo Adondo, Bobolikolo Konga et Adolphe Mouzito ont eu l'occasion, grâce à leur guide de circonstances Matata Ponyo, de découvrir de bout en bout les différents bureaux de la primature transformés. Vient alors le moment de revoir la salle du Conseil de ministres et d'admirer en profondeur la galerie photo où plane encore l'ombre de ces dignes fils de la République démocratique du Congo. L'autre moment fort de cette rencontre dans l'unité, c'est ces photos des familles qui ont davantage raffermi les liens autour du Congo de Lumumba, le premier ministre de la République démocratique du Congo. Signalons que 22 agatis, cet arbre représentant le 22 premiers ministres que le pays a connus, occuperont désormais le jardin de la primature. Les 5 premiers ministres présents à la cérémonie en ont fait la démonstration. Le fils du premier ministre congolais,
François Lumumba a aussi, au nom de son père, le héros national, planté un arbre très symbolique. Une rencontre qui sort de l'ordinaire. Je rends hommage à Monsieur le Premier ministre pour avoir pensé à ses frères aînés et les avoir conviés ici. C'est une symbolique forte. Je crois que c'est une leçon. Voilà un jeune Premier ministre qui, sans être obligé par qui que ce soit, se rappelle qu'il n'est pas le premier à diriger un gouvernement dans ce pays. L'occasion pour le chef du gouvernement d'exhorter ses invités à accompagner le développement du pays. Monsieur le Premier ministre, en ce moment où notre nation se réveille de plus en plus, je souhaite que vous soyez engagés. Là où vous êtes, à accompagner la ferme et irrésistible volonté de notre chef de l'État de mettre notre beau et cher pays sur l'orbite du développement durable. Cette rencontre, en tout cas, restera à jamais gravée dans la mémoire de l'histoire congolaise qui veut faire de ces pays un point de rencontre pour tous. Le Fonds pour la femme congolaise s'attelle à la transformation de 21 femmes venues de 11 provinces de la RDC pour en faire des pères éducatrices engagées dans la campagne pour la participation citoyenne en matière du genre et de la gouvernance démocratique. Pour ce faire, une formation de renforcement de capacité vient de débuter ce mardi en leur faveur. Julienne Nosengue, directrice de cette structure, pense que l'initiative permet aux femmes d'avoir les connaissances sur les grandes questions qui touchent à la marche du pays. Les travaux se tiennent au centre Théophile Verbiste, Mboudi, dans la commune de Ngalema. Mariam Boya pour le commentaire. Pendant 3 jours, ces femmes issues des différentes structures de défense des droits de la femme, venues de 11 provinces de la RDC, vont débattre sans embâche sur le gender, la gouvernance démocratique et la participation citoyenne de femmes à la gestion du pays. Réunies au sein du Fonds pour les femmes congolaises, elles viennent renforcer leurs capacités en leadership féminin, comme l'indique Julienne Lusengue, directrice du FFC. Nous voulons que les femmes participent effectivement. Donc nous devons renforcer les capacités des femmes pour qu'elles arrivent à s'assumer quand elles veulent postuler, quand elles veulent participer dans la prise de décision, quand elles veulent participer dans la reconstruction, quand elles veulent participer dans la bonne gouvernance. Donc elles doivent poser des questions à nos dirigeants. Elles doivent arriver à se positionner par rapport à la reconstruction, par rapport à la prise de décision dans notre pays. Du côté du gouvernement, la ministre du Genre, représentée ici par Annie Kenda, donne le coup d'envoi de travaux avant d'encourager les efforts consentis par les femmes à travers le pays. Elle était vraiment très touchée et elle a voulu manifester sa présence par notre présence. C'est comme ça qu'elle a souhaité un bon travail et des encouragements aux femmes. Pour le bailleur de fonds, c'est un plaisir de financer un projet qui ouvre la voie des femmes à la participation aux instances de prise de décision à travers la sensibilisation pour lutter contre les violences basées sur le genre, mission même du Fonds pour les femmes congolaises. Le vice-premier ministre et ministre du Budget a procédé lundi au lancement à partir de la ville de Lubumbashi de la campagne nationale de communication et vulgarisation de la décentralisation. Daniel Mukoko-Samba a expliqué à l'assistance que la décentralisation est la seule voie pour faciliter le rapprochement des populations au centre des décisions. Suivez. La décentralisation n'est nullement la partition du pays, mais plutôt une gestion responsable, complémentaire des pouvoirs cédés par le gouvernement central aux gouvernements provinciaux qui, à leur tour, doivent également faire la même chose face aux entités décentralisées. Des précisions données par le vice-premier ministre, ministre du Budget, à ce public diversifié venu assister au lancement de la campagne nationale de communication et de vulgarisation de la décentralisation au Katanga. Il est aussi attesté que la mauvaise interprétation du processus de la décentralisation a suscité nombre de controverses au sein de la population. La force de la décentralisation, a martelé Daniel Mukoko-Samba, réside dans le rapprochement des populations au centre des décisions. Et sur cette marche, beaucoup a été fait, notamment, a-t-il souligné, l'élection des gouverneurs des assemblées provinciales, mais aussi la loi sur la libre administration des provinces. Que la société s'approprie, que les acteurs politiques s'approprient ce processus. C'est le premier grand défi.
La province du Katanga prend très au sérieux la question. Voilà pourquoi elle a été représentée à cette cérémonie de lancement au niveau le plus élevé. Le président de l'Assemblée provinciale, Gabriel Kyungwa Kumwanza, et Moïse Katumbi Chapui, gouverneur de la province du Katanga. Dans le souci de protéger la nature et de lutter contre l'exploitation illégale et abusive des forêts congolaises, le ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme a procédé au lancement ce mardi de la foire de l'économie verte. L'ouverture de ces assises a permis aux décideurs et à la population de comprendre l'importance de la zone verte. La cérémonie a eu lieu au Salon du développement durable du Jardin botanique de Kinshasa. Reportage. C'est la 2e édition à mettre à l'actif de la foire de l'économie verte. Ce programme qui s'inscrit dans le cadre de la célébration annuelle du mois de l'environnement permet à ce ministère de promouvoir une économie verte comme moyen efficace pour lutter contre la pauvreté et assurer le développement durable de la République démocratique du Congo. Nelly Monera, commissaire général du comité d'organisation de la foire 2013, estime que ces assises, qui s'étendent sur 5 jours, vont permettre de mettre en place des passerelles entre les décideurs et la population congolaise afin de protéger la zone verte. C'est aussi une occasion de sensibiliser la population sur les questions liées à l'environnement. Martin Loukaya, coordonnateur de l'unité de coordination du projet Forêt et Conservation de la Nature, précise que cette foire tombe à point nommé car elle appelle la population, au même titre que le décideur, à rajeunir les forêts congolaises afin de lutter contre la déforestation et la sécheresse. La cérémonie d'ouverture se clôture par les traditionnelles expositions des produits fabriqués par les acteurs de ces secteurs. Le contrat de performance signé il y a 4 mois entre le gouvernement congolais et l'OCC, l'heure est maintenant à l'évaluation. Après avoir fait le tour de quelques provinces pour sensibiliser les agents et cadres de cette entreprise, Jean-Pierre Mbala, président du conseil d'administration de l'OCC, s'est rendu à Kasumbalesa dans le Katanga afin d'évaluer les travaux réalisés sur terrain. Retour sur son voyage avec Nadine Laing. Engagé dans une gestion axée sur les résultats, l'Office congolais de contrôle s'engage dans la lutte pour atteindre les objectifs fixés lors de la signature des contrats de performance avec le gouvernement. À Kasumbalesa, où il a séjourné, Jean-Pierre Mbala Kassanda a fait la ronde de tous les services pour se rassurer du travail. À l'issue de cette visite, c'est la mention distinction qui est attribuée aux cadres et agents de cet office. Notre travail, c'est les encourager une bonne collaboration, les encourager à aller de l'avant, faire encore plus, ça va arriver à faire accréditer nos laboratoires. Enfin, c'est ça notre objectif, mais être déjà coté, c'est-à-dire avoir atteint la performance à 80%, c'est dans les conditions actuelles, je le répète encore, où nous sommes amputés de nos moyens, de nos ressources financières. Je crois que ça a été l'occasion pour nous de les féliciter, de les encourager à aller de l'avant pour répondre aux missions légales qui sont reconnues à l'OCC. Je pense que ça, c'est la haute technicité. Et notre joie est aussi grande dans le sens que c'est ça les réponses concrètes à la vision du chef de l'État dans le cadre de la vision de la modernité et dans les installations de la DGDA, où nous pouvons voir ce qui pouvait être fait comme ça d'une manière systématique par les manutentionnaires, c'est-à-dire procéder au déchargement et au rechargement. Maintenant, c'est fait via les scanners. Ce mot d'encouragement est une façon pour lui de les stimuler à faire encore plus pour répondre aux attentes du pays à travers l'OCC. Je vous le disais en titre, le monde a célébré ce jour la journée internationale de l'enfant africain, placée sous le thème « Une promesse est une promesse », œuvrant pour la réalisation des droits de l'enfant. Cette journée a été commémorée avec faste en RDC. Une manifestation regroupant un échantillon d'enfants congolais a eu lieu à la Fikine. La ministre plutôt du genre, famille et enfants a saisi l'occasion pour donner la position du gouvernement déterminé à appliquer la loi portant protection de l'enfant. Reportage Thierry Kassongo et Fiston Buni. Nous demandons à nos députés qui votent les lois et le budget de penser à l'avenir du pays et d'augmenter à 30% le budget réservé à l'éducation fondamentale et sociale. C'est au nom de ce père, éparpillé sur l'ensemble du territoire national, que cet enfant fait ses plaidoyers. Ils n'ont rien autre à réclamer du gouvernement, si ce n'est que le respect scrupuleux de leurs droits. Ils exigent protection, santé, divertissement, éducation,
et participation à la gestion de la chose publique à travers le Parlement pour enfants. Toutes ces revendications sont contenues dans un mémo remis à la ministre du Genre, Famille et Enfants, qui en a pris acte. La République démocratique du Congo a non seulement ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, mais elle a aussi adopté plusieurs textes juridiques contraignants qui traduisent la détermination du gouvernement de protéger l'enfant et de garantir son développement intégral. Les partenaires au développement ont pour leur part émis le vœu de voir le gouvernement traiter les enfants sur le même pied. Faisant référence au tapis qui instaure la discrimination envers les enfants, qui nie leurs droits et compromettent gravement leur santé, leur éducation et donc leur avenir, notre avenir à nous tous. Des journées de réflexion, des séances académiques et un forum de plaidoyer seront organisés pendant la quinzaine de l'enfant en vue de sensibiliser la communauté au respect des droits des enfants. Les enfants albinos ont eux aussi célébré à leur manière cette journée. La fondation Mwimba Texas a organisé à leur intention une manifestation culturelle qui a permis de fêter en même temps l'anniversaire de cette fondation qui s'occupe essentiellement de l'encadrement des enfants albinos en RDC. Ils ont profité de cette occasion pour interpeller ceux qui font de la discrimination à leur endroit. La cérémonie a eu lieu le week-end dernier à Notre-Dame de Fatima, Rosawazi et Cédric Indimbo. Cette chanson dit tout sur la discrimination dont sont victimes les enfants albinos dans notre pays. La journée dédiée à l'enfant africain est bien l'occasion indiquée pour qu'ils fassent à travers la fondation Mwimba Texas qui se charge de leur encadrement, entendre leur voix et dénoncer la stigmatisation dont ils sont victimes. Une quinzaine d'années d'existence, cette ONG s'est bat bec et ongle pour dénoncer les rejets des enfants albinos dans notre société. Moi, en tant qu'albinos, je connais ce que c'est que la discrimination. Vous pouvez passer sur un chemin, on vous insulte, même si vous n'avez rien fait, vous ne connaissez même pas cette personne, mais vous êtes négligé. Bon, ça fait mal parce que ma race est entourée des mythes et des légendes africains. On nous prête des pouvoirs, mais je ne sais même pas comment expliquer, on nous prête des pouvoirs magiques, mais nous-mêmes, on n'a rien de cela. Ils ont mis à profit cette opportunité pour encourager les autres enfants albinos à ne pas se sous-estimer. Ils s'acceptent d'abord eux-mêmes, puisqu'ils sont en vue d'être acceptés dans la société. Mwimba Texas, fondateur de cette ONG, a saisi cette occasion lui aussi pour lancer un appel aux personnes de bonne volonté pour venir en aide à cette catégorie de la population délaissée et abandonnée à son triste sort. Nous remercions aussi les gens de bonne volonté qui nous ont soutenus. Nous demandons aux gens de bonne volonté d'emboîter les pas à tous ces gens-là pour que les choses puissent aller de l'avant. En pareille circonstance, un repas de famille est partagé. Question pour ces enfants de célébrer à leur manière cette journée dédiée à tous les enfants d'Afrique. La non-application de la loi portant protection de l'enfant, déjà promulguée par le président de la République, Joseph Kabila, est diversement commentée par les partenaires œuvrant dans ce secteur. La plupart estiment qu'il y a des avancées significatives enregistrées. D'autres, par contre, pensent qu'il faut accorder du temps au gouvernement pour l'application de cette loi. Suivez les réactions au micro de Thierry Kassongo et Fiston Bini. Cette loi soit effective, soit appliquée effectivement dans notre pays pour protéger l'enfant. Comme nous le savons si bien, il nous revient à nous les parents, le gouvernement, de préparer l'avenir du Congo de demain. Et le Congo de demain réside dans l'enfant qui aujourd'hui est dit enfant de la rue, qui aujourd'hui est dit Kuluna, qui aujourd'hui, l'enfant qui devait être scolarisé est au champ. La loi pour les enfants handicapés, vous venez de le suivre, c'est déjà une application. La formation des assistants sociaux est installée et tout ce qui concerne le mécanisme de la prise en charge des enfants de la rue dont nous nous occupons sont en place. Pourquoi ça tarde? Pourquoi non? Le fait que la loi soit déjà promulguée, c'est déjà un pas.
c'est déjà un processus qui est déjà entamé et il faut reconnaître effectivement qu'il y a plusieurs éléments, plusieurs lois résiduelles qui accompagnent cette loi. Depuis la promulgation de la loi portant protection de l'enfant, nous avons déjà les tribunaux pour enfants qui sont déjà en application, nous avons les comités de médiation qui sont en place, nous avons également certains arrêtés sur le placement des enfants. Donc il faut dire qu'il y a des efforts qui sont faits et il y a des actions qui accompagnent cette loi qui sont en application. 16 juin 1976, les émeutes éclatées à Soweto, en banlieue de Johannesburg, en Afrique du Sud. La manifestation d'adolescents noirs qui protestaient contre l'imposition de l'enseignement exclusif en langue afrikaner, langue principale de la communauté blanche de l'apartheid. La manifestation a dégénéré lorsque la police ouvrit le feu. À la fin du régime de l'apartheid, l'ONU proclame en 1991 la journée de l'enfant africain. Soweto est aujourd'hui symbole de résistance. Suivez ce rappel historique avec Christopher Kamanda. Soweto reste le symbole de la résistance de l'enfant africain contre toutes sortes d'oppressions, dont l'apartheid des tristes mémoires. Le 16 juin 1976, des écoliers et étudiants noirs, avec le soutien du mouvement de la conscience noire, se rassemblent dans la banlieue de Johannesburg à Soweto pour protester contre l'obligation qui leur est faite de suivre l'enseignement en afrikaans, principale langue de la communauté blanche du pays. Ces jeunes avaient levé l'option de protester et d'exprimer leurs opinions pacifiquement. Mais la police avait reçu la consigne du ministre de la Justice, Jimmy Kruger, de rétablir l'ordre à tout prix et d'user de tous les moyens à cet effet. Les manifestants déterminés à se faire entendre n'ont pas reculé devant les dangers imminents. La police ouvre les feux sur la foule en débandade. Des émeutes se propagèrent dans toute le banlieue du pays, suivies d'une répression sévère du gouvernement. La répercussion de cette barbarie avait fait boule de neige au sein de l'opinion internationale jusqu'à obliger les Nations Unies à décréter un embargo sur la vente d'armes en destination d'Afrique du Sud en 1977. Le chef du mouvement Conscience Noire, Steve Biko, fut arrêté et tué par torture. L'un des premiers morts, Hector Peterson, un jeune garçon noir de 12 ans, devint le symbole de la répression aveugle du régime colonial sous l'apartheid. Après des années d'une histoire mouvementée en Afrique, les Nations Unies proclament le 16 juin 1991 la journée de l'enfant africain. La jeunesse africaine a toujours été au rendez-vous des grands bouleversements du monde en mutation. Une seule famille déchirée par la guerre, c'est déjà trop. C'est le thème central de la campagne de sensibilisation qu'organise le Haut Commissariat pour les réfugiés dans le but de faire le point sur la situation des réfugiés en RDC. Cette campagne peut encore donner de l'espoir aux réfugiés qui, en une minute, ont tout perdu, estime le HCR, qu'il a annoncé au cours d'un point de presse ce mardi au siège du HCR dans la commune de la Gombe. Mariam Boya. Cette année, comme les deux précédentes années, le HCR a lancé une campagne dont le thème est l'impact de la guerre et des conflits sur les familles. Prendre une seule minute pour soutenir une famille forcée de fuir, c'est le combat que mène le Haut Commissariat pour les réfugiés pour fortifier les réfugiés qui, à cause de la guerre, fuient leur pays. Simplice Kapandji, administrateur régional chargé de relations extérieures au HCR, insiste sur les efforts que fournit le gouvernement en sa qualité de partenaire attitré du HCR. Le gouvernement est le premier responsable de l'ensemble de nous tous ici, y compris les réfugiés des déplacés internes. Donc c'est déjà quelque chose d'immense. Il assure la protection de tout le monde et c'est quelque chose, ce sont des choses qui ne sont pas quantifiables. En marge de la journée mondiale de réfugiés célébrée le 20 juin, le HCR annonce sa participation dans 3 axes, notamment dans la formation des militaires, des étudiants et surtout l'organisation de la caravane motorisée pour sensibiliser la population sur le sort des réfugiés. La statistique du HCR indique que 2 600 000 déplacés internes sont errance à travers leur propre pays. À présent, nous allons lire les journaux parus ce mardi dans la capitale. Ils ont été sélectionnés et commentés pour vous par Doudou Ndombe.
Le bureau de l'Assemblée nationale s'est rendu coupable parce qu'il n'a pas eu le courage de punir Germain Kambinga pour avoir retiré la motion de défiance contre le ministre des Mines, écrit le palmarès. Le journal fustige la moralité des personnalités publiques dans notre pays. Si à tout moment un ministre interpellé peut s'arranger avec le motionnaire en privé, en tout cas la République est en danger et le bureau de l'Assemblée nationale risque de consacrer l'incivisme politique, conclut le journal. Le potentiel titille également l'Assemblée nationale, cette fois-ci dans le dossier Bakata Katanga. Alors que les rapports de la Chambre basse du Parlement révèlent que ces insurgés peuvent embraser toute la province, la représentation nationale n'a trouvé mieux que de reléguer au calendrier grec l'audition du rapport final de sa commission d'enquête. S'il faut se rappeler comment les pouvoirs publics ont maté les Bundu dia Congo au Bas-Congo et les Enyele à l'Équateur, on se demande pourquoi la même force n'est pas infligée au Bakata Katanga. En tout cas, il y a anguille sous roche, précise le journal. Le phare d'ailleurs qui s'interroge à ce sujet se demande quel arbre cache la forêt. Malgré les exactions que ces insurgés ont commis au Katanga, le gouvernement ne déclenche aucune action judiciaire pour remonter la filière jusqu'au vrai commanditaire tapis dans l'ombre. Dans un autre chapitre, l'Observateur consacre sa une à la réception que Matata Ponyo a accordée aux 5 anciens premiers ministres à l'hôtel du gouvernement. En agissant ainsi, Matata Ponyo signifie qu'ils pouvaient désormais compter sur leur sagesse, leur expérience accumulée au fil des années pour exercer les charges qui sont les siennes. On a noté par contre l'absence d'Antoine Gizenga et d'Étienne Tshisekedi. Le premier certainement par rapport à son âge et le second par sa ligne de conduite politique. Merci Doudou Ndombe pour cette revue de presse et puis ce communiqué de la caravane marocaine de partenariat qui dit ceci. La caravane marocaine de partenariat offre de nombreuses opportunités d'affaires pour les entrepreneurs africains. Cette année, cette caravane fera escale à Kinshasa le 26 juin 2013 à partir de 8h au fleuve Congo Hotel. Ouvrez des nouveaux horizons avec le Maroc en rencontrant plus de 100 entrepreneurs marocains de 9 secteurs d'activité. Inscription et prise de rendez-vous sur www.meeafrica2013.com. Pour tout contact, appelez le 081 0724 471. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, ne zappez pas. Au revoir.